Je ne suis pas historien. Je suis simplement curieux et passionné par l'histoire d'Amboise, et cette curiosité m'a amené à découvrir des éléments historiques que j'ai eu envie de partager. Le château d'Amboise est l'un des châteaux qui ont vu séjourner et passer le plus grand nombre de rois de France. Mais ce château a eu aussi le privilège de recevoir la visite à plusieurs reprises d'un roi d'Angleterre. Je veux parler d'Henri II Plantagenet. Il faut dire qu'à cette époque, à la fin du XIIe siècle, les rois d'Angleterre étaient plus français qu'anglais, puisqu'Henri II était le fils de Geoffroy V, comte d'Anjou et de Touraine, et de l'impératrice Mathilde, fille d'Henri Ier, roi d'Angleterre. C'est d'ailleurs cette ascendance avec Mathilde qui, en l'absence en Angleterre de la loi salique qui excluait les femmes de la succession, lui avait permis de devenir roi en 1154. En 1155, Henri II nomme Thomas Becket, un clerc, comme chancelier. Son entente avec ce collaborateur fonctionnait très bien dans les affaires de l'État, mais aussi dans leurs relations personnelles, de telle sorte qu'il le choisit en 1161 pour remplacer comme archevêque de Canterbury Thibaut du Bec qui venait de mourir. Mais les relations entre les deux hommes se détériorent rapidement dans la mesure où le désir d'Henri II d'asseoir son autorité sur l'Église anglaise se heurte à la volonté de Thomas Becket de préserver l'indépendance de cette dernière. En 1164, Thomas Becket doit fuir en France. Il se réfugie à Sens où il va passer 4 ans. Mais Henri II, menacé d'excommunication par le pape Alexandre III, cherche à rencontrer Becket pour se réconcilier avec lui. Et c'est là qu'Amboise intervient. Aux environs du 12 octobre 1170, après une première rencontre infructueuse 6 mois plus tôt à Fréteval, les deux hommes se retrouvent à Montlouis et se rendent ensemble à Amboise. Cette rencontre avait été organisée par Guillaume, archevêque de Sens, qui accompagnait le roi. À Amboise, Henri II pardonne leur colère et leur haine à Thomas, ainsi qu'à tous ceux qui l'avaient accompagné dans son exil, et lui promet la restitution de tous les biens de l'église de Canterbury. Ils assistent ensemble à la messe dans la collégiale Saint-Florentin. Ils se séparent à Chaumont-sur-Loire, où Henri dit à Thomas d'aller en paix. La suite sera dramatique, puisqu'une fois en Angleterre, les tensions entre les deux hommes reprendront et Henri II lâchera devant la cour cette phrase « N'y aura-t-il donc personne pour me débarrasser de ce prêtre turbulent ?» 4 chevaliers de l'assistance interpréteront cette phrase comme un ordre pour assassiner le prélat. Ils passeront à l'acte le 29 décembre 1170 dans la cathédrale de Canterbury, en assassinant Thomas Becket, qui sera canonisé par le pape Alexandre III le 21 février 1173. Dans l'histoire d'une ville, le nom des rues est un marqueur significatif. Il m'a donc paru instructif de me pencher sur l'évolution du nom des rues d'Amboise, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il est d'abord intéressant de noter cette espèce de flux et de reflux qui provient des évolutions politiques. Prenons par exemple la place Saint-Denis. Avant la Révolution, elle portait ce nom. Arrive la Révolution, elle devient la place du Temple de la Raison, puis place de l'Égalité. Sous le Premier Empire, elle devient la place Joséphine pour redevenir sous la Restauration place Saint-Denis, nom qu'elle possède aujourd'hui. Une des rares rues qui n'ait jamais changé de nom est la rue du Petit Soleil, dont il est dit que le nom provient du fait que le soleil y pénètre rarement. Dans les changements de nom de rue, j'ai trouvé des évolutions pittoresques que je vous propose. Ainsi, la rue qui s'appelait sous l'Ancien Régime rue des Goulus est devenue la rue Belle-Poule. La rue Chèvre est l'ancien nom de la rue Bretonneau. On peut rapprocher certaines rues par le rapport qu'elles ont eu avec la philosophie pendant la Révolution.
Ainsi, vous aviez à cette époque la rue du Temple de la Raison, qui est aujourd'hui la rue Ambroise Paré, la rue Zoroastre, l'autre nom de Zarathustra, qui est la rue d'Orange, la rue de Confucius, rue Mirabeau, et la rue Platon, rue des Touches. Certains noms de rues peuvent être déconcertants, comme la rue appelée sous l'Ancien Régime rue des Trois Volets, deviendra rue du Bonnet Rouge sous la Révolution, puis rue Marius sous l'Empire, et finira par prendre le nom de rue Manuel en 1833. Mais la palme du changement de nom revient à une place emblématique d'Amboise. En effet, sous l'Ancien Régime, cette place s'appelait le Carrois. Pendant la Révolution, en 1792, elle devient le marché au blé pendant 4 mois, avant de changer pour la place du marché. En juillet 1796, elle prend le nom de place de la Révolution, pour ensuite devenir, en 1805, la place Napoléon, bien sûr. En 1827, elle devient place de la Halle, nom qu'elle va conserver jusqu'en 1886, où elle prendra le nom de place du Château, nom que de nombreux Amboisiens lui donnent encore aujourd'hui. Après la guerre, en 1948, elle devient place du Général Leclerc, avant de prendre en 1995 le nom de place Michel Debré que nous lui connaissons aujourd'hui. Pour finir, j'ai constaté, mais je ne suis pas le seul, une forme de continuité amusante dans le nom de 3 rues du centre-ville qui se suivent. Il s'agit dans l'ordre de la rue Belle-Poule, la rue Beaubrun et la rue des Touches. Au moment de la déclaration de guerre, le 3 septembre 1939, le gouvernement français décide d'installer à Amboise et dans ses environs proches le siège du ministère de l'Air. Le ministère de l'Air avait été créé en 1928 pour rationaliser l'industrie aéronautique française et son activité concernait aussi bien l'aviation civile que l'aviation militaire. Il est difficile de comprendre ce que signifiait concrètement l'installation de ce ministère à Amboise, puisque le ministre Laurent Hénac reste à Paris. Toujours est-il que le château est réquisitionné, à l'exception de la chapelle Saint-Hubert et de la tour Heurtaud. La chapelle reste disponible aux visiteurs par un accès spécial, mais ils doivent toujours être accompagnés d'un guide et ne doivent avoir aucun contact avec les occupants du château. Monsieur Charles, régisseur du château, aidé d'Auguste Dubois, jardinier, et de Clovis Millassot, mon grand-père, déménage les meubles et les tapisseries pour libérer de la place. Au château se trouvait le cabinet du ministre. À l'école primaire supérieure, place Richelieu, l'état-major de l'armée de l'air. Au collège Sainte-Clotilde, la direction du personnel aérien militaire. Sont aussi disséminés autour d'Amboise d'autres services comme à Saint-Ouen, le service des études techniques. À l'instar du château d'Amboise, la vie d'autres châteaux de la Loire se trouve bouleversée. Chambord est fermé car devenu un dépôt des œuvres des musées nationaux. Chaumont peut être visité mais est occupé par l'administration des beaux-arts. Chenonceau est fermé et occupé par la direction de l'infanterie. Azay-le-Rideau, occupé par le ministère de l'Éducation nationale et Langeais par celui des Affaires étrangères, sont aussi fermés. Mais le ministre lui-même, Laurent Hénac, ne viendra à Amboise qu'après le déclenchement des hostilités et n'y passera que peu de temps puisque lui et ses services n'arriveront que le 4 juin pendant la débâcle pour repartir le 15 juin vers Bordeaux rejoindre le reste du gouvernement. Mais il est possible que les dégâts importants que le château a subis en juin 40 pendant la bataille de la Loire, puisqu'il a reçu plus de 200 obus et une bombe, soient dus à ce que les Allemands avaient connaissance de l'éventuelle présence de ce ministère. Comme
Comme la majeure partie des monuments historiques qui subsistent encore aujourd'hui, le château d'Amboise a subi plusieurs restaurations. On peut constater que le bâtiment dessiné par André du Cerceau en 1570 est différent de celui que les Amboisiens ont quotidiennement sous les yeux. Mais je vais surtout m'attarder sur les modifications intervenues au XIXe siècle. Le château est restitué à la famille d'Orléans en 1815 et, à la mort de sa mère Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon en 1821, le futur Louis-Philippe entre en possession du château. Il décide alors d'y entreprendre de nombreux travaux. Il va remettre une flèche sur la chapelle qui n'en avait plus, et y installer cette rosace et faire poser des vitraux. Sur la façade Loire, il va commencer par ériger cette verrière sur la tour des Minimes. Il est toutefois surprenant que Louis-Philippe ait entrepris tous ses travaux sur le château ainsi que les démolitions des maisons qui y étaient accolées sans jamais venir à Amboise. Le château, qui avait été confisqué à la Révolution de 1848, est restitué en 1873 au petit-fils de Louis-Philippe, Philippe d'Orléans, qui entreprend sa restauration et la confie à l'architecte Victor Rupric-Robert, qui était suppléant d'Eugène Viollet-le-Duc à l'École nationale de dessin et de mathématiques. La verrière sur la tour de Minimes est détruite et on construit la partie haute de cette tour qui n'existait pas. Sur la façade Loire, on refait les lucarnes, qui en avaient bien besoin. On dégage les arcades du promenoir des Gardes et l'on refait la partie basse. Sur la chapelle, on retire en 1880 la rosace de Louis-Philippe pour la remplacer par un tympan que l'on connaît, attribué à Adolphe Victor Geoffroy de Chaume, qui était le sculpteur de Viollet-le-Duc. Le toit de la chapelle est refait et elle est dotée d'une nouvelle flèche sur laquelle les bois de serre justifient le nom qu'elle portera désormais, Chapelle Saint-Hubert, en remplacement de Chapelle Saint-Blaise que l'on utilisait précédemment. Sur la façade Loire va subsister jusqu'au début du XXe siècle cette partie qui sera supprimée pour l'harmonie de l'ensemble de la façade et la tour garçonnée va perdre ses machicoulis. Le château prendra pratiquement à cette époque l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui, à l'exception du pavillon de Penthièvre qui, ayant brûlé pendant la bataille de la Loire en 1940, sera restauré dans un aspect différent dans les années 50.